Pour certains d'entre vous, vous le savez, j'ai pas mal de retard pour les sorties K-pop du moment. J'avais donc créé au cours de l'année 2023 une playlist nommée Musique à rattraper pour mettre de côté les musiques que j'écouterai par la suite. Et il y a quelques mois, je suis tombée sur la musique Galilo de Kep1er. Et là, j'ai eu plusieurs questions en tête en écoutant cette musique. Pourquoi j'ai jamais entendu cette musique nulle part alors qu'elle est sortie il y a un petit moment ? Depuis combien de temps je n'ai plus entendu parler de Kep1er ? Attends, elles ont sorti d'autres musiques après Giddy ? Et oui, elles ont fait plein d'autres musiques que je n'avais jamais entendues, que ce soit I Do You Do, Wing Wing ou encore Grand Prix. Bon, en vrai je mens parce que Grand Prix j'en avais plus ou moins entendu parler. Mais c'est en regardant certains de leurs clips, analysant les sorties et en parlant avec d'autres personnes que je me rends compte que Kep1er, qui avait un gros potentiel, ne marche pas si bien que ça. En tout cas, par rapport à la popularité du groupe à leur début. Qu'est-ce qui fait ça ? Est-ce que les musiques sont moins bien ? Est-ce que les groupes temporaires sont voués à connaître l'échec ? Est-ce dû à leur agence ou est-ce dû à leurs fans ? On va analyser tout ça aujourd'hui avec cette vidéo. Avant de commencer officiellement, je tiens à préciser que cette vidéo sera très différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Le but de ce concept est de prendre plein d'avis différents et non se baser sur des articles de professionnels. Et étant donné que dans cette vidéo on parle d'avis musical et de communication sans ces articles professionnels, il est possible que vous ayez pas du tout le même point de vue. D'autant plus que les points que je vais citer ne seront pas forcément des points que je pense. Je vous invite évidemment à en débattre en commentaire avec bienveillance, mais ne le prenez pas mal parce que vous êtes fan. Ceci étant dit, pour ceux qui ne connaissent pas spécialement Kep1er ou qui suivent mais de loin, laissez-moi vous rappeler certaines bases. Kep1er est un groupe de filles composé de 9 membres, créé le 3 janvier 2022 sous l'agence Waco1 et Swing Entertainment, créée via une émission nommée Girls Planet 999. Le but de cette émission est simple. 9 membres vont être choisis parmi 99 participantes venues de Chine, Japon et Corée pour faire partie du groupe pendant 2 ans et 6 mois. Kep1er, c'est donc un groupe temporaire. C'est un concept assez pratique qui permet à des personnes peu connues d'être mis en avant, de mettre en avant leur futur groupe et de mettre en avant peut-être leur futur solo. Et ce concept était déjà produit par l'émission Produce qui avait créé les groupes IOI, Wanna-On, IZ*ONE et X*ONE. Ces 4 groupes ont vraiment réussi à mettre en avant les activités des membres par la suite, du moins en partie. IOI étant un test et le premier groupe créé via l'émission, ce n'était pas vraiment concluant. Les comebacks n'étaient pas prévus, il n'y avait pas de thème particulier, et même si certains membres ont réussi à bien s'en sortir, je pense notamment à Somi ou encore à Chungha, d'autres ont eu plus de mal, et là je pense particulièrement à Soye ou Kyeolkyung. Pour la saison 2 avec Wanna-On, c'était autre chose. L'émission avait cartonné et je me souviens qu'à l'époque, tout le monde en parlait. Le groupe est rapidement devenu l'un des plus populaires en Corée, dépassant même BTS dans énormément de domaines. Et inutile de vous parler du succès de IZ*ONE, puisque c'est sûrement le seul groupe de l'émission qui avait autant cartonné, demandant même pour la première fois une pétition pour réformer le groupe. Et encore après sa fin, on en entend parler, et c'est notamment dû aux 2 groupes IVE et le Seraphim qui cartonnent à l'heure actuelle grâce aux membres qui étaient présentes dans IZ*ONE. Puis est arrivé X*ONE, 4e et dernier groupe de l'émission Produce qui ne dura que 1 mois puisque l'émission et le producteur de celle-ci fut arrêté pour manipulation de vote. C'est quelque chose de très fréquent dans le monde de la musique et c'est pas la première ni la dernière fois que ça va arriver. Mais bizarrement, les internautes ont vraiment été choqués de cette affaire puisque le vote vient en partie du public. Cela va mener à la fin de l'émission Produce malgré la popularité des groupes qu'ils ont créés. Mais je pense que certains d'entre vous ont compris, il y a du pognon à se faire derrière ce concept. Donc la chaîne Mnet ne va pas en rester là et va créer une nouvelle émission, Girls Planet 999. Le concept est vraiment le même, à une seule chose près, il y a des participantes coréennes, japonaises et chinoises. Tout ce que je viens d'évoquer, ça peut paraître vraiment basique pour ceux qui suivent le groupe depuis un petit moment, mais vous allez voir, on va vite revenir sur tous ces points-là. Et dès le début, pas mal de choses vont nous faire comprendre que le groupe allait avoir des difficultés dans le futur. C'est pourquoi on va aborder maintenant différents points qui, selon les fans, ont fait flopper Kep1er. Le premier sujet qui est beaucoup ressorti dans mes recherches, et dans un sens c'est totalement normal, c'est l'émission.
Même si Girls Planet a fait pas mal de vues, ils ont aussi beaucoup attiré l'attention des gens avec ce qu'on appelle les Evil Editing. Par exemple, ce passage avec Fu Yaning qui a beaucoup fait parler puisqu'elle va provoquer en interprétant la chanson Hélicoptère de CLC devant Eugene, membre de ce groupe. Avec ce passage, elle va passer aux yeux de tout le monde pour la méchante, alors qu'en réalité, on apprendra un peu plus tard que c'était scripté par Mnet. 现在对初舞台的印象还很深刻，是吗？每一集都必须讲我那一段，我能不深刻吗？即使现场的气氛非常好，首先我是非常尊重 DLC 前辈的，但是呢，就是老师非要让我说一句话，雨金欧尼当时的反应也很好的，剪出来你们看到就不是这样子了。当时播完了，西葫芦的人集体给我打电话，然后发短信，你没事吧？你没事吧？别生气，别生气。就是你们可能看到我是心态没有问题，其实我是一直憋着没有哭的。之后就给我爸妈打电话，我说我非常非常难受，然后我就哭了。他们就劝我，就说哎没关系的，大家也不知道真正是什么样子嘛，而且我不想因为这些事情影响到我自己本身。我是热爱舞台来的，我希望我自己是完整的，我不希望别人来破坏我的色彩。其实爱我的人更多一点，所以就是我敢看评论了。对。 真的很棒！现在如果你在身边，我估计就要过去啊，拥抱一下。 Et ouais, Mnet a demandé à cette trainee de dire ça pour faire plus de vues, et c'est pas la première fois que ça arrive. Du coup, ça va influencer les personnes qui regardent l'émission à en vouloir à cette trainee chinoise et à soutenir Eugene. Donc ça influence forcément les votes dans le futur. D'autant plus qu'en Corée, les artistes chinois sont vraiment très mal vus. C'est notamment remarquable puisque durant l'émission, à part 2-3 personnes, aucune trainee chinoise n'a vraiment été mise en avant. Je vous conseille vraiment la vidéo Notre avis sur Boys Planet et Zero by One de Baguette Entertainment qui parle très bien du racisme envers les trainees étrangers parce qu'on va pas s'attarder énormément dessus dans cette vidéo et que clairement on pourrait en faire un Smooth Things à part. Faut juste savoir que les Coréens, globalement, ils préfèrent voter pour quelqu'un qu'ils aiment pas mais qui est coréen, plutôt que de voter pour un chinois ou un américain, même si celui-ci a du talent. Toute cette aparté pour bien préciser que les Evil Editing ont influencé les gens, mais aussi et surtout le futur du groupe, qui ne comptera seulement qu'une membre chinoise et 2 membres japonaises sur 9. Et ça, certains n'ont pas spécialement apprécié. Beaucoup pensent, et à juste titre, que l'émission est truquée et que comme Produce, il y a des manipulations de vote. C'est légitime de penser ça, puisqu'à l'époque, quand les gens défendaient l'émission Produce pour dire que c'était logique que les votes soient ainsi, on a appris par la suite la manipulation de vote. Mais pourquoi on pense ça? Eh bien c'est pas que parce qu'il y a une chinoise et 2 japonaises dans le groupe, c'est aussi parce que le groupe n'est pas vraiment équitable. Winning Bahiye, que j'adore de tout mon cœur, est apparue 2ème. Cependant, soyons d'accord, elle n'avait pas les compétences nécessaires et requises, contrairement à d'autres trainees plus qualifiés. Je tiens à préciser que là, il ne s'agit que d'avis. Les votes sont censés être vérifiés à l'avance. D'autant plus que la police et les autorités sont impliquées pour s'assurer que les résultats du vote ne peuvent pas être truqués. Donc, est-ce vraiment dû à de la manipulation de vote? Je dirais que non. Par contre, le score des candidats était composé de 50% des votes coréens et 50% des votes internationaux. Si on résume, cela signifie que chaque vote coréen vaut plus que chaque vote de tous les autres pays, y compris la Chine et le Japon. Donc même si une japonaise ou une chinoise est grave appréciée en Chine ou au Japon, le pourcentage de vote doit être 2 fois plus fort si elle n'est pas appréciée en Corée. Et là, si je vous rappelle que les Coréens préfèrent voter pour une Coréenne même si celle-ci n'a pas plus de talent que ça, plutôt que de voter pour une Chinoise qui, elle, en a, et qu'en plus à ce moment il y a un groupe de gars qui marche plutôt bien en Corée qui, comme par hasard, retrouve sa sœur dans l'émission, le classement de Bahiye est du coup compréhensible. C'est pas de sa faute, c'est juste logique qu'elle ait gagné une place dans ce groupe. Et le souci ne vient pas seulement de Bahiye. Comme tout groupe temporaire est créé par les votes du public, certains sont choisis pour leur physique et ou leur prestance plus que pour leurs compétences. Ce qui crée souvent un groupe qui ne correspond pas aux fans, mais qui en plus de ça mélange plusieurs personnes n'ayant pas le même style musical. Du coup, avant même que le groupe débute, beaucoup de personnes étaient en colère à cause de cette non-équité et de ce groupe composé de membres pas forcément compatibles, qui est censé être apprécié par plusieurs pays différents, qui déjà, politiquement parlant, s'entend pas vraiment.
Il y a un truc que j'ai trouvé plutôt pertinent dans plusieurs vidéos qui abordent le sujet et que je n'avais pas spécialement pensé au début, c'est le problème du concept. Kep1er n'a pas d'identité. Beaucoup s'attendaient à ce que le groupe soit sur un concept de planète au vu du nom de l'émission. Les gens pensaient même que le groupe allait s'appeler Galaxy pour mélanger l'espace infini et l'univers des planètes. Et waouh, c'est là où tu te rends compte que les fans ont beaucoup plus de bonnes idées que les producteurs eux-mêmes. Surtout que le groupe n'a qu'une durée déterminée de max 3 ans. On pouvait clairement faire une histoire ou une timeline sympa pour le groupe avec des comebacks prédéfinis sur un thème un peu comme Luna ou Dreamcatcher. Mais non, ils ont pas décidé de faire ça et selon certains, c'est un gros problème pour apprécier musicalement Kep1er. Si on compare au succès du groupe IZ*ONE par exemple, elles avaient ce concept cute/mature qui a un très bon mélange entre les japonaises et les coréennes présentes dans le groupe. C'était quelque chose de prédéfini qui nous permettait de savoir l'ambiance du comeback sans pour autant avoir la même musique à chaque fois. Kep1er, c'est une fois elles font du badass, puis ensuite c'est des chansons d'amour, puis une fois il y a un concept futuriste, et puis dans un autre il y a un concept cute. Elles n'ont pas d'identité, alors que les gens s'attendaient clairement à avoir au moins un petit rapport dans chaque comeback avec les planètes. Et en plus de ça, l'un des plus gros soucis de Kep1er, ce sont leurs chansons. Musicalement, Kep1er, c'est sympa, mais ça n'a rien de révolutionnaire. Les B-sides sont superbes pour les B-sides, mais les title tracks, ce sont comme des B-sides. Des musiques oubliables dans un style similaire, mais pas assez pour dire qu'il s'agit d'un concept particulier. Il n'y a pas réellement d'ambition derrière leur musique. Et j'ai trouvé un message d'une fan sur Reddit qui explique son point de vue sur la chanson Giddy, que je trouve assez intéressante et du coup que je vais vous lire. La vraie raison, c'est que leurs chansons titres ne sont pas mémorables. Giddy est facile à écouter, mais ce n'est pas mémorable. Les gens ont dit du caca quand Wadada est sorti, mais quelques semaines plus tard, tout le monde avait Kep1er Go Wadada gravé dans leur cerveau. Leurs 2 derniers titres ne sont pas accrocheurs, il leur manque un facteur hit. Wadada n'est pas la meilleure chanson, mais elle était entraînante et cela a joué en leur faveur. Et en effet, quand on regarde les charts coréens et l'appréciation générale, leur première chanson Wadada a plutôt bien marché. Et là, je vais essayer de prendre mon expérience personnelle sur ce groupe pour que vous compreniez un peu mieux. Honnêtement, j'ai adoré Wadada. Elle a fait partie de mes chansons faves de l'année 2022 et encore à l'heure actuelle, je l'écoute et je la danse. Il est vrai que par la suite, j'ai suivi le groupe et écouté Up, que j'ai énormément apprécié, principalement parce que j'ai un faible avec les musiques summer et les musiques mignonnes. Donc tu combines les deux, forcément que je l'ai apprécié. Cependant, par la suite, c'est pas que je ne le voulais pas, mais suivant plein de groupes différents et étant dans une surconsommation musicale, j'ai pas entendu parler des autres albums et j'ai laissé tomber. J'ai entendu parler de WeFresh, mais étant très, voire trop similaire à Wadada à mon goût, j'ai petit à petit laissé tomber le groupe. Et du coup, quand j'ai lu ce témoignage sur Reddit, j'ai trouvé qu'il me correspondait plutôt bien. WeFresh, elle est sympa, mais elle est pas mémorable. Et leurs autres musiques par la suite aussi. N'hésitez pas en commentaire à me dire votre point de vue sur le sujet, ça m'intéresse énormément. Mask est une chanson qui apparaît dans leur premier album nommé First Impact. Alors que Wadada avait reçu un avis plutôt mitigé mais des statistiques vraiment bons comme j'ai raconté juste avant, Mask c'est une chanson qui a vraiment bien percé, notamment au niveau des réseaux sociaux et auprès des fans. Et selon un avis que j'ai trouvé très pertinent sur une chaîne YouTube, l'agence n'a pas fait grand chose pour jouer sur ce succès, et je suis amplement d'accord. Alors que la musique montre un style différent à Kep1er et un style qui marche bien, puisqu'il a plu à beaucoup de fans, leurs agences n'ont pas profité de cet engouement. Avant de se lancer dans un groupe avec un thème musical un peu bancal, pourquoi ne pas essayer dès le premier album d'en mettre plein en avant et de tester pour voir ce que les gens préfèrent et ce qui est mis en avant? Ils auraient clairement pu faire de la promotion avec cette chanson, ou même faire une version anglaise, c'est quelque chose qui marche vraiment bien, surtout à l'heure actuelle, et puis pourquoi pas un MV pour la mettre en avant. C'était l'occasion pour eux, dès le premier album, d'essayer de voir le style de musique qui marche, et de la mettre en avant pour un nouveau public. Et je pense sincèrement que si vous aviez commencé à connaître Kep1er avec Mask en mode badass girl crush, le groupe aurait pété les scores. Déjà car c'est un style qui marche plutôt bien, mais aussi car il correspond énormément aux filles, je trouve. Quand j'ai écrit la vidéo, j'ai décidé de réécouter la chanson, mais sans me dire que c'était Kep1er qui avait fait la musique. Je me suis juste dit,
Voilà, il y a Wadada, que j'apprécie et que j'adore de tout mon cœur, et puis il y a Mask. À ton avis, quel groupe aurait le mieux fonctionné avec cette chanson en début? Et franchement, c'est sans appel. Pour moi, Mask aurait eu plus de public et aurait apporté plus de visibilité que Wadada, malgré le fait que Wadada, c'est l'une de mes chansons faves. Et franchement, je vous conseille d'aller écouter ou réécouter la musique, et sans vous dire que c'est Kep1er qui l'a sorti. Juste en vous disant, il y a Wadada, il y a Mask. À ton avis, quel groupe tu aurais suivi? Je suis impatiente de voir vos réactions et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. La distribution de lignes n'est pas folle. Après, c'est très souvent le cas dans les groupes de K-pop, et en réalité, quand j'ai vu ce point, j'étais assez réticente. En soi, souvent, on met les plus expérimentés et ceux qui sont le plus à l'aise avec plus de lignes, et inversement avec ceux qui ont le plus de difficultés. On prend G-Idol, Suyeon écrit ses musiques, elle sait très bien qui mettre en avant et pourquoi dans certaines musiques, certaines sont en retrait. Pareil pour BTS, pendant longtemps on avait Jin de côté, dans des musiques composées par les membres eux-mêmes. Je pense que les gars savaient très bien qui mettre en avant et pourquoi. Et quand j'ai regardé les distributions de lignes de toutes les chansons de Kep1er, en vrai, ça va, c'est pas catastrophique. Il faut évidemment regarder les lignes de tout l'album et pas seulement de la title track, parce que c'est vrai que si on regarde juste les musiques principales, c'est abusé. En recherchant un peu l'avis des gens, j'ai remarqué encore une fois sur Reddit que certains semblaient dire que les fans de Kep1er sont pour certains solo stan, beaucoup se plaindraient juste des lignes de leurs préférés, ce qui est en soi logique. Je pense qu'en vrai, c'est surtout parce que certaines B-sides mettent de fou en avant Babuye ou encore Ikalu, mais comme ces musiques ne sont pas mises en avant, on a l'impression qu'elles ne font que des onomatopées. Franchement, sur cette partie, j'aurais bien aimé avoir l'avis d'un professionnel qui regardait toutes les chansons de Kep1er et qui puisse analyser le truc. Un gros point qui a aussi dû jouer au problème de popularité de Kep1er, c'est le nombre de débuts qu'on a eu durant l'année 2022. 2022, c'était l'année des groupes féminins. Nous avons eu juste avant les débuts de IVE qui ont cartonné, New Jeans qui enchaîne hit sur hit, le Seraphim qui arrive à se démarquer, et NMIXX qui, même si le début ne sont pas waouh, selon beaucoup, elles ont su au fur et à mesure avoir un public, et surtout elles font toutes partie de grosses agences. Je vais à nouveau comparer avec IZ*ONE, même si encore une fois on peut pas vraiment comparer. IZ*ONE, quand c'est sorti, il y avait le groupe ITZY et G-Idol, qui étaient quand même des grands groupes, mais ça a pas autant marqué l'année. Là, toute l'année 2022 a été marquée par des girls groups qui ont montré leur puissance et qui sont arrivés d'un coup comme ça. D'autant plus que tous les groupes féminins de l'année 2022 que j'ai cités ont une forte identité et ou une signature sonore puissante. Les IVE représentent le côté chic, New Jeans le Y2K, NMIXX l'expérimental, le Seraphim le girls power, et Kep1er, c'est à la fois cute, puis badass une fois, on sait pas trop. Je pense que ça a influencé pas mal de personnes à suivre un concept prédéfini et à laisser Kep1er de côté, puisque elles avaient pas ce concept prédéfini. C'est sûrement pour moi le premier et le plus gros problème de Kep1er, leur participation à Queendom 2. Et laissez-moi vous dire que j'adore Queendom 2. Le concept de mettre des groupes plus ou moins datés dans le temps et en faire une émission de survival, c'est une superbe idée en soi. Le souci, c'est que Kep1er n'a même pas eu le temps de s'installer avec tous les autres groupes qui sont arrivés, et du coup, paf, elles enchaînent direct avec un autre survival où on les affronte avec plein d'autres personnes qui, en plus, s'y connaissent. Elle n'avait sorti qu'un album avec seulement 2 nouvelles chansons, puisque les autres musiques étaient déjà dans l'émission Girls Planet, et que l'autre c'est une introduction, donc ça compte pas vraiment. 2 chansons, pas de thème particulier, pas d'identité, et les laisser face à des groupes comme Luna, BIBIZ ou encore Cosmic Girl. Les calculs sont pas bons, Kevin. Je ne dis pas qu'elles n'ont pas géré, au contraire, franchement leur performance était vraiment sympa, mais ça a flingué l'engouement qu'on aurait pu avoir avec ce groupe. Et beaucoup de fans le disent, c'était une mauvaise idée à ce moment. Elles auraient dû le faire, mais plus tard quand elles étaient installées dans le game. Surtout qu'encore une fois, étant gérée par Mnet, l'émission a encore eu le droit à des Evil Edits, mais surtout certaines membres semblaient être mises plus en avant que d'autres. Ce qui, à la place de donner de la popularité pour le groupe, a influencé les fans à se battre entre eux pour leurs membres préférés.
J'étais obligée d'en parler, même si je comprends pas vraiment pourquoi autant de gens la détestent à ce point. La pauvre Babillé est viscéralement détestée par beaucoup de fans du groupe, notamment au début de celui-ci. La raison principale pour beaucoup, c'est parce que, comme je l'ai dit un peu plus haut, elle n'avait pas spécialement les compétences pour être dans le groupe, mais elle a été choisie parce que c'est la sœur de Kai, des TXT. Même si je trouve ça un peu débile, je peux plus ou moins comprendre pourquoi ça gêne les gens. Mais de là à la détester, ça je comprends pas. En plus, je trouve qu'elle s'est franchement améliorée depuis ses débuts. Elle se donne à fond, et pour moi c'est juste une preuve qu'elle comprend l'impact de sa place dans le groupe. Donc même si elle n'avait pas spécialement les compétences, bah maintenant, elle les a. Dites-vous qu'il existe un Reddit OT8 qui est très réputé pour sa violence envers la membre, avec des menaces de mort, des envies de torture, de la faire partie du groupe, ou même juste de la boycotter. Et franchement, au début, je me suis dit, je vais mettre des images et je vais montrer à quel point ces gens-là sont horribles et qu'il n'y a pas de raison d'être à ce point-là à la détester. Mais c'est tellement trash que je me suis dit que j'avais la flemme de leur donner de l'importance. Juste, faut le savoir, ça existe, il y a beaucoup de gens qui détestent Babillé, et du coup, ça crée une certaine haine au sein du fandom, à l'extérieur du fandom, envers le groupe, dans le groupe, enfin bref, vous m'avez comprise. Pour ce sujet-là, j'ai à la fois beaucoup de choses à dire, et à la fois pas grand chose, parce que techniquement, tout ce que je viens de vous raconter juste avant, ça rentre dans le fait que l'agence ne sait pas gérer le groupe. Mais là, on va pas parler de la gestion, on va vraiment parler de la maltraitance. Les fans ont plusieurs fois remarqué de la part de leur agence Wacom un mauvais traitement des membres. Que ce soit des distributions de lignes catastrophiques, l'emploi du temps de certains membres plus rempli que d'autres, des performances trop compliquées pour certains membres, et juste pour donner un exemple, à la KCON 2022, alors que le groupe TO1 a pris un vol direct en première classe, Kep1er devait faire une escale en deuxième classe. Et là, je pense que certains d'entre vous vont se dire, bah, c'est rien, genre, c'est bon, tranquille, elles peuvent faire un escale et puis elles peuvent être en deuxième classe, tu vois, ça va pas tuer le monde. Et en effet, mais quand tu sais que c'est pour aller au même endroit et que c'est la même agence, mais qu'il y a une priorité pour TO1 et Kep1er, tu les laisses en seconde classe et tu les mets de côté, là, c'est pas normal. C'est-à-dire que soit t'emmènes tout le monde en seconde classe et tu fais un escale, soit t'emmènes tout le monde en première classe, mais tu fais pas, tu vois, une préférence au niveau du groupe parce que un a plus de visibilité que l'autre. Je sais aussi qu'apparemment, selon certains fans du groupe, certains membres seraient plus mis en avant que d'autres, dont Babillé, et c'est ce qui a influencé encore plus la haine sur elle. J'avoue que je sais pas trop quoi dire sur ce point, puisque c'est le cas de plusieurs groupes, dont IVE et G-Idol, et pour autant on n'est jamais tombé sur l'agence, enfin si, on est déjà tombé sur l'agence pour ce sujet-là, mais ça a jamais été aussi loin. Et là, je vous ai raconté même pas 1% de ce que l'agence fait vivre au groupe. On dirait que c'est pas grand chose, mais ça influence énormément sur la fatigue des membres, du coup sur leur performance, mais ça influence aussi sur l'appréciation des fans envers le groupe et envers l'agence, ce qui pousse les gens à ne plus suivre forcément Kep1er. On va parler d'un sujet qui fâche et que j'ai aperçu énormément de fois quand j'ai fait mes recherches et qui pourtant ne m'a pas forcément traversé l'esprit et dont je n'ai pas eu la visibilité de ça. Selon beaucoup, les fans de Kep1er sont assez réputés pour être un mauvais fandom et il y aurait des raisons à ça. Beaucoup seraient apparemment solo stan, vu que c'est un groupe créé pour suivre les membres plus que l'évolution du groupe. Certains sont OT8, comme j'ai dit un peu plus tôt, car beaucoup détestent Babillé. Et en fait, on assiste à une guéguerre entre les pro-Babillé et les OT8, ce qui est un peu débile, mais en plus tu rajoutes certaines solo stan qui disent que leurs chouchoutes n'ont pas énormément de visibilité, que certaines prennent trop de place. Bref, ça donne lieu à des fan wars dans le fandom. J'avoue que j'ai jamais entendu parler de ça avant, en tout cas en France. Peut-être que c'est parce que je suis pas dans le dark side du fandom et que je suis un peu tous les groupes, du coup je me rends pas trop compte. Mais du coup je sais pas trop quoi en penser. En tout cas, selon certains, ce serait clairement une raison de ne pas forcément apprécier le groupe et de continuer à le suivre. Et je peux le concevoir, donc ok. Attention, avant de me sauter dessus avec ce titre,
essayez d'écouter ce que j'ai à dire. On parle pas de glow down par rapport à leur physique, mais plus par rapport au look que l'agence leur donne. C'est une proposition que j'ai vue aussi dans une vidéo YouTube et qui au début m'a fait grincer des dents. Puis par la suite, en fait, j'ai compris ce que la personne voulait dire et je me suis dit que c'était pas si bête que ça. Laissez-moi vous donner des exemples de membres pendant Girls Planet, puis avec les rats qui pleurent. Que ce soit les habits, les couleurs de cheveux, le maquillage, elles sont vraiment moins mises en avant. D'ailleurs, je suis tombée sur un article qui parle aussi du whitewashing de la membre Xiao Xing, qui est aussi flagrante et abusée. L'agence ne met vraiment pas en valeur musicalement, mentalement, moralement et physiquement le groupe. D'autant plus qu'aujourd'hui, quand on voit des groupes comme aespa, New Jeans et IVE qui sont continuellement complimentés sur leur beauté, ça peut influencer certaines personnes à oublier qu'ils pleurent. Les membres sont super belles, mais je trouve vraiment cette remarque intéressante sur le fait que l'agence ne sait pas s'occuper du groupe, même physiquement. Évidemment, maintenant je pense que vous me connaissez, et moi j'aime pas rester sur une ligne directive et dire que le groupe qui pleure a flop. J'avais envie aussi de chercher des personnes qui pensaient que Qui pleure n'avait pas flop. Et justement, j'ai retrouvé, encore une fois sur Reddit, merci, un avis d'une Coréenne qui n'est pas du tout d'accord avec cette idée que Qui pleure a flop. En vrai, ça m'a surpris sur le coup, et je me suis dit qu'elle avait totalement la légitimité de parler et d'exprimer le fait que selon elle, Qui pleure n'avait pas flop, d'autant plus qu'elle habite en Corée, donc elle sait de quoi elle parle, je pense. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous lire le post tout de suite. Avant d'entamer la discussion, tout d'abord, je suis coréenne. Deuxièmement, je ne suis pas un fan. Mais j'ai vu le show Girls Planet 999 et j'ai eu une certaine curiosité de savoir à quel point Qui pleure allait monter. À chaque fois que je vérifie des réactions sur Reddit, vous êtes toujours préoccupés par les faibles taux de streaming musical comme Melon, Jennie, etc. Et ce que je peux vous dire, c'est que le faible taux n'est pas un facteur préoccupant comme au bon vieux temps. Parce que de 1, la K-pop n'est pas une musique majeure en Corée. La K-pop est la sous-culture des moins de 40 ans et leur proposition de population est en baisse. 2, la plupart des Coréens utilisent de la musique sur YouTube, pas sur Melon. Melon n'est plus le Melon. 3. Le streaming chart est un jeu pour les fandoms que nous connaissons tous. Girls Planet 999 a failli faire un flop en Corée, alors à quoi vous attendez-vous ? IVE a obtenu les XY1, qui est le plus grand fandom des GG en Corée au cours des 3 dernières années. Le duo Woyoung et Eugene sont les membres les plus prometteurs d'IZ*ONE. Même si vous ne vous souciez pas d'IZ*ONE, les gens savent qui est Woyoung. La simple comparaison est injuste. 4. La Corée est un pays où le taux de natalité est au plus bas. Les nouveaux fans de K-pop disparaissent, c'est pourquoi les fans du monde entier sont plus importants que par le passé. 5. Le Covid-19 a tout changé. L'entreprise en a plus rien à foutre de se concentrer sur l'endroit où l'on vend en Corée en premier. Je ne dis pas que la fanbase coréenne n'est pas importante. À l'ère de la 4ème génération, plus personne n'ignorera la présence des fans du monde entier, parce que les fans du monde entier montrent leurs résultats. Alors arrêtez de vous inquiéter et profitez de la nouvelle phase, Qui pleure n'en est qu'à ses débuts. Et je trouve que c'est plutôt un point de vue intéressant. Il est vrai que si on se concentre vraiment sur les charts, elles ne sont pas spécialement mises en avant en Corée, mais j'ai trouvé un tweet qui montre qu'au Japon et en Chine, c'est le cas. Elles ont une influence dans les autres pays. Maintenant, malgré le post que je viens de vous lire, avec tous les points que j'ai abordés juste avant, la question qu'on peut se poser c'est, est-ce qu'elles vont rester dans le cœur des gens ? On va donc essayer de conclure tous ensemble avec la question, est-ce que Qui pleure a vraiment flop ? Évidemment, je vous invite à dire votre point de vue en commentaire, et pour ma part, je dirais oui et non. Plus oui que non. En réalité, je pense que Qui pleure n'a pas eu l'impact que certains internationaux attendaient. On s'imaginait sûrement un IZ*ONE 2.0, alors qu'en réalité, la façon de gérer le groupe n'était pas du tout la même. Pour toutes les raisons que j'ai citées juste avant, on ne peut pas dire que Qui pleure est un grand succès, ça c'est clair. Mais est-ce que c'est vraiment un échec ? Pas vraiment. On ne peut pas comparer Qui pleure avec IVE ou New Jeans par exemple. Déjà car la durée du groupe est plus ou moins prédéfinie, ça pousse beaucoup à ne pas suivre un groupe seulement pour quelques mois, mais aussi car l'objectif et l'ambition du groupe n'est pas la même. Les membres de Qui pleure n'ont pas le besoin de rester dans le groupe, car dès le début, c'est pas l'ambition des membres. Elles sont là pour être mises en avant, pas pour rester coincées dans le groupe. Et puis comme je l'ai dit juste avant, on se focalise sur les charts coréens, mais les charts japonais et chinois sont plutôt bons. Ce qu'il faut là, à l'heure actuelle, selon moi, c'est prier
pour qu'elles disbandent et qu'elles arrivent à, par la suite, dans le futur, à faire la promotion de leur groupe ou de leur projet futur, et pas qu'elles restent dans Keep-Leur parce que ça risque de les bloquer avec une agence qui n'en a rien à faire d'elles et qui se sert d'elles juste pour de la thune, et encore, et encore. À partir du moment où un groupe ne fait pas 1 million de vues et n'a pas une musique qui plaît aux internationaux, les fans de K-pop ont tendance à parler d'échecs très facilement. Je pense notamment à ITZY qui est qualifié de flop très facilement, sans analyse derrière. On nous a toujours habitués à stream et à être obsédés par les chiffres, voulant toujours plus, alors qu'en réalité, il y a largement pire au niveau des artistes Nugu, qui parfois ne vendent que 14 albums et ne font que 1000 vues sur YouTube. Donc même si Keep-Leur n'est pas un échec, ce n'est pas non plus une grosse réussite comme on aurait pu s'y attendre. Il s'agit d'un groupe très mal géré par son agence, qui va mener à un disband plutôt silencieux de ce à quoi on aurait pu s'attendre. Et Dieu sait que des groupes qui ont vécu ça, j'en parle souvent. Voilà. Je sais pas si ce format de vidéo assez différent vous a plu. Comme cette vidéo elle est faite principalement sur des suppositions et mon avis personnel par rapport à comment je vois le groupe, c'est pas fait sur des faits concrets et sur des documents comme j'ai l'habitude de faire, du coup j'avais l'impression que ça faisait un peu brouillon. Quand on dit que quelqu'un a flop, souvent on le prend méchamment, et j'avoue que je fais partie de ces gens-là qui le prennent méchamment, j'aime pas trop ce mot flop, c'est vraiment un échec. Pour moi le mot échec il veut dire beaucoup de choses et c'est très négatif, mais j'ai trouvé ça intéressant de comprendre pourquoi selon certains c'est un échec, et finalement je suis plus ou moins d'accord avec la plupart des points qu'on a abordés juste avant en vrai. Évidemment n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes beaucoup à suivre ma chaîne, mais à ne pas être abonné, et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. D'ici là, prenez vraiment soin de vous, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Okay.